Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, Nabino, entretien et allélo, Toyambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo.
Nalobi Adolphe Muzito Fumumpa, candidat président de la République numéro 24, Azali Komagnola, 24 heures sur 24 pour l'Antonio et Congo. Qui est Adolphe Muzito Fumumpa? Adolphe Muzito Fumuti est né à Mukanza le 12 février 1957. Adolphe Muzito a une grande expérience dans la gestion de la chose publique et ici nous allons vous présenter une brève expérience, une brève présentation de son parcours. En 1985, Adolphe Muzito fut chef de service RENAPI. En 1987, Adolphe Muzito devient inspecteur des finances. En 1993 ou 1993 pour le Belge, Adolphe Muzito, coordonnateur à la cellule de conseiller fiscal à l'hôtel de ville de Kinshasa. En 1998, Adolphe Muzito devient conseiller au ministère des Finances. En 2003, Adolphe Muzito devient député national pendant la transition. Et pendant son règne comme Premier ministre, il a marqué son passage à la primature avec plusieurs réalisations. Mais ici, je veux citer quelques-unes, notamment l'annulation de la dette extérieure publique à près de 90%, l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Je cite principalement les magistrats, médecins et professeurs d'université. Adolphe Muzito revoit à la hausse les budgets de la République démocratique du Congo et le produit intérieur brut de notre pays. Et ici, il faut signaler qu'un budget qu'il a trouvé à 800 millions de dollars, il le quadruple, soit de 8 millions à 3 milliards 500 millions. Chose qui n'a jamais été réalisée par un autre avant lui. Et pour finir ce stade de réalisation, Adolphe Muzito stabilise le cadre macroéconomique avec un taux d'échange stable. De 2012 à 2017, il sera élu député national dans la circonscription électorale de Kikwit. Et de 2018 à ce jour, il sera réélu une fois de plus dans la même circonscription électorale de Kikwit, député national. Adolphe Muzito compte dans son actif plus de 30 tribunes dans lesquelles il publie ses idées, ses réflexions pour le redressement, je dirais mieux, pour la libération de la République démocratique du Congo. Il a également publié un ouvrage sur l'installation des nouvelles provinces, défis et contraintes. Voilà de manière brève, chers camarades, le parcours ou l'expérience de celui que nous portons aujourd'hui à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Adolphe Muzito. Adolphe Muzito Fumumpa. Candidat numéro 4, Adolphe Muzito Fumumpa, Azali Komagnola, 24 heures sur 24 pour la libération Pentombo à Congo. Et ça va être. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
et messieurs de la presse, bonjour. Ma camarade, Basina Mibande, Bana Nouvelle Élan, Bana Mouda, Motenabino. Je vais demander à la presse d'accepter que je puisse m'exprimer et en français et en lingala. Parce que ici, je m'adresse en fait à la population. Et vous n'êtes qu'un relais, vous, de la presse. Et je parlerai en français et en lingala aussi. Ceux qui ne comprennent pas lingala pourront se faire traduire certains extraits pour compléter leurs éléments d'information. Bana Kongo Mbote. Tokolobela Ikamontali offre politique Nabiso. Nous allons parler de notre offre politique, qui est l'offre politique du nouvel élan et Moda, notre coalition, mais aussi l'offre politique du candidat président de la République. Cette offre comprend 3 volets. Il y a le volet du président de la République, chef de l'État, qui est candidat, en ce qui concerne ses prérogatives de chef de l'État et de président de la République. Nous allons expliquer la différence entre président de la République et chef de l'État. Parce que Moutongo, Bapé Sagaye, Komo président de la République, chef de l'État. Quelle est la différence entre les deux et pourquoi les deux? Et Tenyami Balé a programme Nabiso et Bozala pour concerner compétences, il y a gouvernement. Il y a mis ça sous compétence, il y a province. Mingi Baza Koye Bate. Tembo Kanabiso, le pouvoir de la et Kabwami Bitelimi Santo. Président a dit la compétence. Il y a pour ça la Ditumba. Kobundisa, où Babedi compétence, il y a défense dans la sécurité. Il y a Boka par rapport à pays Mossus. L'État, donc, le chef de l'État a des compétences et d'ali vis-à-vis du pays Mosusu. Pour jouer diplomatie, chef de l'État, par contre, diplomatie. Troisième compétence, c'est d'aller à Kossal et la Mossolo. Il y a pour frapper mon. Wani ali ba compétence na ye. Boni na te ya bokonzi wana. Eza ko sale. Gouvernement azali pe na compétence na ye. Na ba domaine na ye ya compétence. Oyo ba kambi ya mon premier ministre. Donc étudier yango mikakatano nini ezali kuna. Ensuite donc étudier pe mikakatano oyo etali pouvoir provincial yango pe yali na bokonzi na yango lokola boyebi domaine enseignement primaire et secondaire yali compétence exclusive ya province santé agriculture pouvoir coutumier route de dessert agricole yali na compétence na yango. Baninga musu baliawa bana ya nouvelle élan na bana ya mboka. Oui bati ba élection ko tuza ko kende. Bana o bali candidat député provinciaux. Oui ba matière ebongi ko ka kosalela na yango campagne. Et pas le peuple là vous c'est la Bible. Oui mais ali domaine enseignement primaire et secondaire, domaine agriculture
domaine ya santé, domaine ya route de dessert agricole, dans le domaine état du pouvoir coutumier, dès que nous avons titrisé ma délai et à dire responsabilité dans l'îlot. Bien sûr que dans le domaine où on a ma délai, il faut collaboration ou concurrentiellement pour travailler avec la gouvernement central parce que il y a les quatre alors dans trois domaines où on a il y a échelon de pouvoir tout ça la bonne dans le programme on a dit sur tout le niveau. Qu'est-ce que nous faisons de ces trois domaines de pouvoir? Chef de l'État et président de la République pour les compétences qui sont les siennes, le gouvernement piloté par le Premier ministre pour les compétences qui sont les siennes, mais aussi la province pour les compétences qui sont les siennes. Quels sont les problèmes que nous, nouvel élan, que nous voulons résoudre en venant demander au peuple son mandat? Mais pour dire au peuple ce que nous voulons faire, il faut qu'on étudie ces trois domaines des compétences. Parce que quand tu vas voir le médecin, pour qu'il puisse diagnostiquer ton corps, il est possible qu'il constate qu'il n'y a pas de maladie. Et il va te demander de rentrer. Ce que nous constatons avec nos politiciens du Congo, nos adversaires, c'est qu'ils commencent à prescrire des médicaments, à proposer des réformes, encore que des vraies réformes. Je n'ai pas encore entendu parler de la part des candidats qui ont pris le devant. Ils proposent des réformes pour peu qu'il y ait des réformes, sans dire des réformes pour résoudre quel problème. Ils ne disent pas de quoi souffre le pays, de quoi souffrent les fonctions du président de la République, c'est-à-dire les domaines régaliens, quels sont les problèmes en ce qui concerne les compétences du gouvernement, quels sont les problèmes en ce qui concerne les compétences des provinces. Il y a des vrais problèmes, mais a priori pour prescrire des médicaments en termes de réformes, il faut dire que ces réformes se rapportent à quel type de problème. C'est ainsi que nous, Nouvel Élan, comme parti, Mbonda, ainsi que moi-même, en tant que candidat à une institution, l'institution suprême, nous avons choisi premièrement de faire le diagnostic. La première partie de notre programme, à travers les différents domaines de compétences que je venais de décrire, consiste à faire une évaluation, un audit, un diagnostic de la situation. Quels sont les problèmes qui se posent au niveau des compétences de l'État, c'est-à-dire au niveau de la présidence de la République en ce qui concerne la sécurité, la défense, en ce qui concerne la diplomatie. Sommes-nous capables de défendre notre pays à travers les différentes sous-régions pour les problèmes qui sont les nôtres? Est-ce que nous pesons? Sinon, nous recourons à la tutelle de quelle région, de quel président de la République, c'est qui aliène notre souveraineté? Est-ce qu'on a une monnaie convertible qui nous permet de faire des transactions et de payer en notre monnaie, souveraineté sur le plan monétaire? Ça, c'est en ce qui concerne l'institution de la République au niveau gouvernemental. Quels sont les problèmes? On diagnostique aussi les problèmes en ce qui concerne l'institution au gouvernement. On fait le diagnostic aussi en ce qui concerne les provinces. Est-ce que les provinces, elles existent ou c'est des simples administrations qui ne reçoivent pas du gouvernement les moyens nécessaires pour assumer leurs prérogatives constitutionnelles dont je viens de parler, à savoir la santé, l'agriculture, l'enseignement primaire et secondaire, les routes de l'essence agricole et les pouvoirs traditionnels. Et comment, si nous établissons qu'il y a des problèmes, quelles sont les réformes comme
diagnostics, quelles sont les thérapeutiques. Les thérapeutiques renvoient aux réformes qu'il faut engager pour résoudre ces problèmes. Troisièmement, toujours dans les cadres de la solution, quel est les coûts? Parce que si vous dites des réformes, il faut dire elles coûtent combien pour les appliquer. Je donne un exemple. Je donne un exemple pour montrer l'intérêt qu'il y a, non seulement à diagnostiquer, mais à, si vous voulez, à donner la thérapeutique. Thérapeutique, quand un médecin, quand vous allez voir le médecin, il fait le diagnostic, il constate que vous êtes malade, il propose les médicaments que vous devez ou les examens que vous devez faire, il va vous prescrire et les examens et le médicament à prendre. Il faut des ressources. Quel est le coût de cette réforme ou de cette thérapeutique qu'il vous propose? C'est ainsi que nous avons, nous, évalué et chiffré les coûts des réformes que nous voulons engager. Et là où il ne s'agit pas que des réformes, les coûts des investissements qu'il faut réaliser. Je voudrais insister sur la notion de réforme. Je donne un exemple. Vous constatez dans le diagnostic que l'enseignement primaire et secondaire, ça ne va pas. Vous n'avez que, et c'est le cas à ce jour, vous n'avez que plus ou moins 800 000 enseignants que vous payez au lieu de payer 1 million d'enseignants. Et que le 1 million d'enseignants, dont 200 000 ne sont pas payés, pour lesquels il faut chercher l'argent, il y a un deuxième problème, c'est que même ces chiffres-là ne correspondent pas aux besoins. Non seulement il faut chercher l'argent, tous les coûts de cette réforme, pour payer les enseignants qui ne sont pas payés, qui travaillent presque gratuitement, mais aussi il faut augmenter le nombre d'enseignements de l'école primaire, secondaire, et parce que la population scolaire augmente de 2 millions chaque année. Alors l'effort consistera à constater après les diagnostics, et c'est le cas en ce qui nous concerne, ici je dis que la démarche, c'est de constater, nous constatons, quand on fait le diagnostic, on a 1 million d'enseignants, alors qu'on devait en avoir un peu plus. Et que les 1 million d'enseignants ne sont pas bien payés. On leur paye, pour ceux de Kinshasa, 200 $, pour ceux de chefs-lieux des provinces, 150 $, et pour ceux de l'intérieur, c'est-à-dire des territoires et autres villes, en dehors des villes où sont les chefs-lieux des provinces, on leur paye 100 $. Vous dites, je dois niveler pour que tous les enseignants aient le même salaire, au même grade. Il y a des hypothèses. Soit que vous réduisez, ramenez tout le monde à 100 $ pour éviter l'injustice, c'est un nivellement vers le bas. Soit que vous dites, vous augmentez tout le monde à 200 $ pour rééquilibrer ce que d'ailleurs j'ai fait en mon temps, de manière à ce que les enseignants aient même le même salaire. Ça c'est un premier effort. Un deuxième effort qui consiste à dire, nous augmentons pour tout le monde. On passe de 200 $ pour tout le monde à 300 $. Ce que je compte faire, nous allons le démontrer ici avec des chiffres. Voilà en quoi les réformes impliquent un coût. Réforme d'amélioration des conditions sociales des enseignants, réforme d'uniformisation du salaire, et réforme pour payer ceux qui ne sont pas payés. J'ai parlé de 200 000 qui ne sont pas payés sur un total de 1 million. Voilà une des réformes et comment elles se chiffrent en termes d'augmentation. Nous pouvons aussi les faire pour ce qui est des magistrats. Les magistrats aujourd'hui, ils sont plus ou moins 8500 magistrats, dont 5000 ou 5500 sont déjà nommés et travaillent. Il y a 2500 qui, sur les 5000 qui s'ajoutent, 2500 qui vont bientôt être payés et entrer en fonction. La question est de savoir est-ce que 8500 magistrats, c'est le nombre qu'il faut pour être dans le ratio international. Nos réformes montrent
Notre évaluation ensuite, les réformes que nous proposons montrent que nous avons 8500 magistrats en perspective, dont 5500 sont déjà en place, et qu'il faut améliorer, augmenter les salaires pour les deux premiers, les 2500 autres, mais surtout en perspective augmenter le budget 2024 de plus ou moins l'équivalent correspondant, si vous voulez, non seulement à payer les 2500 magistrats qui vont entrer en fonction en 2024, mais aussi augmenter les salaires de magistrats qui aujourd'hui, pour ceux d'en bas, touchent 1000 ou 1500 dollars, plutôt 1200 dollars, pour qu'ils atteignent 2000 et 3000. Ça fait partie de notre programme. Et nous allons le voir à la hausse. Et les rémunérations des magistrats à tous les niveaux, mais aussi et l'augmentation pour atteindre les ratios et passer les 8500 qui sont déjà inscrits et dont 5000 sont déjà en train d'être payés, qui sont mécanisés, et passer à 15 000 magistrats pour que les ratios qui doivent être de 5 000 magistrats pour 5 000 magistrats pour, non, plutôt un magistrat pour 5 000 Congolais. À ce jour, nous avons un magistrat pour 15 000 Congolais. Voilà les réformes qui nécessitent un financement et pour lesquelles, en partant du budget d'aujourd'hui qui est de 10 milliards en ressources propres, en partant d'un budget aujourd'hui qui est de 10 milliards de dollars en ressources propres, quelles sont les augmentations que nous devons faire et que nous avons fait dans nos prévisions? Parce que je voudrais indiquer en passant qu'aujourd'hui nous parlerons uniquement du financement, du coût de notre projet politique, du financement, du mode de financement de ces coûts pour les 10 prochaines années. Tout ce qui est réforme, et avant les réformes, tout ce qui est diagnostic, ça se trouve dans notre document. Nous allons l'exposer au fur et à mesure que nous battrons campagne pour dire à chaque fois quel est notre diagnostic, quelles sont les réformes que cela implique, quel est le coût financier pour couvrir ces réformes. Alors, s'agissant du coût financier de notre programme ou de notre offre politique, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité, parce que vous risquez d'être pollué par les autres candidats et même leur parti politique. En parenthèse, retenez, chers compatriotes, militants de Nouvel-Élan et Mbunda, qu'il y a une confusion dans la tête de nos candidats, de nos adversaires. Nous allons en parler. Retenez tout simplement que les budgets doivent suivre le temps nécessaire pour mettre en maturation les réformes. Vous ne pouvez pas, et je dis cela avec insistance, vous ne pouvez pas faire un budget de 5 ans, comme c'est le cas avec les candidats députés, plutôt candidats présidents de la République que j'ai suivi. Faire un budget de 5 ans pour un pays comme le nôtre, même le pays déjà développé, la France, les États-Unis, les candidats viennent avec des budgets de 10 ans. C'est très important. Et notre programme, son coût financier s'étale sur 10 ans. Faites la différence dans les domaines, je vais donner un exemple dans le domaine agricole. Suivant que vous êtes jardinier, vous faites jardin potager, ou vous êtes agriculteur, vous faites les maniocs, ou vous avez une plantation, vous faites l'huile de palme, et que vous devez financer ces projets avec vos ressources propres et avec un emprunt. Vous ne pouvez pas demander un crédit de 2 ans ou d'1 année pour financer la plantation des VA, des palmiers, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas emprunter de l'argent à rembourser en 5 ans
pour faire le jardin potager. Parce que les jardins, si vous plantez les légumes, si vous plantez au bout de 2 mois, 3 mois, vous avez déjà les résultats. Vous n'avez pas besoin de vous endetter pour un an. D'ailleurs, personne, aucun banquier ne vous prêtera de l'argent long terme, entre guillemets. Il va vous dire que je vous donne l'argent à rembourser dans 2 mois. Le temps pour vous de défricher le sol, etc., de commencer à planter. Au bout de 3 mois, 4 mois, vous aurez déjà la récolte et donc vous pouvez vendre, récolter et les rembourser. Donc vous aurez un crédit très très court terme. Mais si vous faites une activité qui vous prend 2-3 ans avant d'atteindre la maturation et vous commencez à récolter et d'avoir un cash flow, on va vous donner de l'argent, des banquiers vont dire je vous donne un crédit moyen terme sur 2 ou 3 ans. Parce qu'au bout de 2-3 ans, vous serez en mesure de planter, de voir votre champ de manioc donner des résultats, vous pouvez récolter et être en train de rembourser au bout d'1 an, 2 mois, chaque année d'ailleurs, après une période d'investissement pour laquelle vous allez demander les financements. Même chose pour ce qui concerne celui qui plante les VA ou les paniers. Lui, on doit lui dire, on doit plutôt lui prêter de l'argent pour 5 ans, 6 ans. Parce que le temps de labourer, le temps de planter, le temps d'avoir des résultats pour commencer à rembourser, en réalisant un cash flow sur lequel il va payer, prélever, devoir rembourser. Il faut un minimum de 5 ans. S'il emprunte pour 2 ans, au bout de 2 ans, avant même les plantes n'aient donné, il sera déjà rédévable. On va commencer à lui demander de rembourser l'argent et risque de s'endetter encore pour rembourser parce qu'il a eu l'argent court terme, là où les délais d'activité, les délais d'amortissement est beaucoup plus long. Disons les premières années de remboursement et du principal et des intérêts. C'est ça pour notre pays. Je ne vois pas quelle est l'institution sérieuse pour des investissements long terme pourrait accepter et nous prendre au sérieux si nous demandons de l'argent pour 6, 7 ans et engager l'avenir du Congo qui a encore un déficit de routes, des ponts, d'investissements pour l'hydroélectricité, c'est-à-dire par exemple le IGA. Personne ne peut nous prendre au sérieux si nous présentons à la face du monde des programmes de 5 ans, alors que nous avons tout à faire dans le domaine des infrastructures. Je ne sais pas si vous allez lire le document, je peux l'exposer comme ça. S'agissant de notre budget, ou si vous voulez, de notre plan de financement. D'abord, il est de 5 ans, plutôt 10 ans. Avec 2 5 ans, 50, 5 ans, ça correspond à 2 mandats. Vous allez me poser la question, mais comment vous préconisez un plan, un programme de 10 ans, alors que vous demandez le mandat de 5 ans? Ça, je l'ai dit à nos camarades militants et autres compatriotes qui me suivent. Vous allez même dans le pays développé où il n'y a plus d'infrastructures à financer. Généralement, les projets sont à très long terme, 10 ans. Vous allez suivre les différents candidats en France parce que c'est le pays avec lequel nous parlons la même langue. C'est toujours des programmes, des plans de 10 ans. Alors qu'ils n'ont plus grand-chose à financer comme infrastructure. Parce que la mise en œuvre d'un programme exige une certaine continuité. Et tout en ayant un mandat de 5 ans, il peut engager la République du fait de ce mandat sur le long terme. Et des projets que les autres présidents qui vont gagner après lui, même s'ils sont de l'opposition, ils devront respecter cela. Parce que c'est des projets engagés par une autorité qui avait la légitimité et qui avait des compétences pour engager la République. Ici, nous parlons de la République française. Donc, notre programme, il se chiffre pour les 10 années à venir à 300 milliards de dollars. Est-ce que tu as gagné? 300 milliards de dollars.
à quoi sont destinés ces 300 milliards de dollars et comment les mobiliser ou les financer? D'où viendra cet argent? Avant de parler de l'origine de ces 300 milliards, je voudrais d'abord vous utiliser, parce que nous utilisons ici le principe de la primauté des dépenses. Et si nous avons ce que vous allez tata à base, nayo na madame, pour la budget nayo, il y a famille pour le mois ou les trimestres. Est-ce que va déterminer nos besoins, pas dépenses? Tout va déterminer la recette, à partir de la recette, n'est pour ça, il va dépense. On est à la tête des familles. Les principes, il y a budget des ménages, même au niveau de l'État, c'est la même chose. Est-ce qu'on détermine d'abord les besoins, on chiffre nos besoins sont d'autant, ensuite on cherche des moyens qui correspondent à ces besoins, ou vous commencez, vous faites vos besoins en fonction des recettes que vous avez. Moi je vous dis a priori, peut-être que ça viendra dans le débat, on commence par évaluer les besoins. La primauté des besoins. En vertu de ce principe, j'ai déterminé en disant que pour les Congo, pour les 10 années à venir, nous avons besoin de 300 milliards. Maintenant, ces 300 milliards, avant de chercher à savoir d'où ça viendra, je voudrais discuter, vous dire que la problématique pour moi, pour nous, Nouvelle-Élan et Mbunda, était de savoir quels sont les besoins de ce pays-là, du Congo. Nous avons dit que c'est 300 milliards. Ça s'est réparti comment ces besoins? Une partie, c'est déjà de l'argent que nous avons et que nous avons chaque année à partir des 2 dernières années. Là, nous jetons des fleurs avec ce type, c'est qu'il dit honnêtement parce qu'il a triplé le budget de l'État. Les avons voté. Mais maintenant, pour vous poser une question, le moment venu, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Les avons voté. Mais, je l'ai dit en tant qu'ancien Premier ministre de ce pays, moi j'ai trouvé dans les cadres comme chef de la majorité, Premier ministre, trouver le budget à 850 millions l'année qui a précédé la nôtre. On a doublé l'année suivante, de 850 à 1,6 milliard. Et en partant, fin 2011, nous avons laissé le budget à 3,5 milliards. On a quadruplé. J'ai dit hier qu'on a quadruplé. Mais maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que nous avons fait de cet argent-là qui s'est ajouté aux 850 qu'on avait trouvé. Nous reviendrons là-dessus pas dans le cadre de cette intervention, dans d'autres interventions, pour dire, je l'ai dit sommairement, on a augmenté, on a quadruplé le salaire des fonctionnaires. On a doublé les salaires de professeurs d'université après avoir doublé les effectifs de professeurs. On a doublé les salaires de médecins. Donc globalement, alors que le FMI, dans ses traditions, n'acceptait pas que le salaire représente 40% du budget des recettes. Mais nous, on l'a fait. Nous avons démontré que le pays était au sous-emploi de son potentiel et qu'il fallait injecter la liquidité au profit de la population à l'arrière-pays pour activer la valeur ajoutée ou la production nationale. Ce qui a été fait et notre PIB a augmenté. Nous étions avant cela en vue de payer, c'est-à-dire les intérêts ainsi que la tranche du principal restant due. C'est alors qu'on a obtenu l'annulation de la dette. Un peu pour dire que la question de la dépense doit être prioritaire. Alors
Alors pour revenir à ce que je disais, c'est à partir des besoins du pays que nous fixons les ressources à mobiliser. Quels sont les besoins du pays? Dans un premier temps, on doit, chaque année, sur les 300 milliards, il y a déjà 100 milliards qui sont acquis, qui correspondent aux 10 milliards que nous collectons aujourd'hui. Parce que si vous avez candidat président de la République, ou bien chef de la majorité, comme je veux qu'il en ait ici au Nouvel-Élan-Yambota, pour conduire les députés nationaux et provinciaux aux élections législatives nationales et provinciales, vous devez avoir des chiffres du gouvernement qui vous précèdent. Vous ne pouvez pas quantifier l'avenir ex nihilo, c'est-à-dire sans savoir vous partez de quoi. Quand vous ouvrez de votre bilan, si vous êtes élu, vous devez partir de l'existant et projeter l'avenir pour augmenter. C'est ainsi que nous, on a prévu d'abord de partir des 10 milliards actuels, nous projetons ça sur 10 ans. Ça, c'est des recettes que nous sommes sûrs d'avoir sans faire des réformes. Ça, c'est des minima. On finance la situation actuelle des dépenses, des salaires et autres. Mais maintenant, nous allons augmenter de 200 milliards en plus. Donc, 140 milliards. C'est des recettes additionnelles à l'interne consécutives aux réformes que nous ferons au niveau de l'administration fiscale pour augmenter les recettes fiscales, douanières et autres pour les 10 prochaines années à hauteur de 140 milliards de dollars. Vous verrez dans les documents les tranches annuelles et comment ça augmente. Ça va augmenter avec deux facteurs. Ces budgets pour les 10 prochaines années, deux facteurs. Un, avec la croissance. Nous avons un taux de croissance qui part de 8% jusqu'à un taux de croissance à des chiffres autour de 11% pendant les 10 prochaines années, au cours desquelles, puisqu'il y aura croissance, il y aura augmentation du PIB et de l'assiette fiscale. Et aussi, et surtout, nous allons améliorer les performances fiscales pour que le régime financier que nous allons motiver puisse augmenter les capacités de prélèvement. Ce qu'on appelle donc pression fiscale qui pourra aller jusqu'à 20%. Aujourd'hui, nous sommes à 15%. Donc, nous pourrons sur les 10 prochaines années ajouter aux 100 milliards qui sont acquis, 100 milliards qui sont acquis, 140 milliards en plus, auquel il faut ajouter, puisque notre budget de dépenses est de 200 milliards, il faut ajouter 60 milliards qui feront l'objet d'un emprunt. 60 milliards. La question qui se pose, historiquement, ceux qui sont dans les autres Congolais, tout le monde a été en 2008, vous venez d'une forte dose de dette et on vient de vous désendetter. On ne peut pas vous autoriser à entrer encore dans un endettement de 9 milliards alors que vous aviez 9 milliards ou 12 milliards de dettes que vous étiez capable de payer. Ils ont accepté qu'on s'endette au lieu de 9 milliards et 6 milliards, sur lesquels 3 milliards devaient financer l'investissement minier qui allait générer de quoi? Les 30 milliards que nous devions cette fois-là affecter aux investissements devaient aller être remboursés. J'indique en passant que sur ce total-là, on a décaissé 3 milliards pour l'investissement psychomique. Les 3 milliards, on ne nous a jamais donné, sauf 800 millions, en fait, qui est 800 millions de dollars, auquel cas on nous doit encore 2 milliards et demi. Les 800 millions ont été dépensés à nos dépens pour des prestations qui représentaient que la moitié ou le tiers. Et à ce jour, la dette vis-à-vis des Chinois, qui devait de 3 milliards, n'a augmenté que de 800 millions, n'est que de 800 millions de dollars pour des prestations qu'on ignore vraiment quantitativement et qualitativement. Mais les 2 milliards 200 n'ont jamais été décaissés à notre profit, alors même que les Chinois ont presque récupéré les investissements. Ça c'est dit en passant. Donc, nous avons une dette extérieure qui est autour de 5 milliards de dollars. Nous pouvons emprunter 60 milliards de dollars. Si nous faisons les ratios
En plus des 100 milliards qui existent déjà sur 10 ans, c'est-à-dire 10 milliards chaque année, en plus des 140 milliards que nous pouvons avoir dans le cadre de la fiscalité, c'est avec ces ressources additionnelles, ça fera l'objet d'un débat. Alors donc, je résume en disant, notre programme, nous voulons les financer avec 300 milliards de dollars. Donc 100 milliards existent déjà sur 10 ans, 10 milliards chaque année. Et les 200 milliards viendront d'une part de l'augmentation de l'assiette fiscale consécutive à la croissance que nous allons réaliser. Et les 140 milliards et puis les 60 milliards sera l'objet d'un emprunt. Je dis qu'en passant, c'est un emprunt concessionnel autour de 8%, 7%, mais qui est à notre portée et en termes du volume de la dette comparé au PIB, parce que le PIB lui-même va augmenter. Nous avons un PIB aujourd'hui qui est autour de 70 milliards. L'année prochaine, il peut arriver à 80 milliards, c'est selon nos calculs. Si c'est déjà aussi les calculs du FMI, si notre taux de croissance est maintenu, et à l'horizon 2033, c'est 10 ans après, nous aurons un PIB de 200 milliards de dollars. Et par rapport à ce PIB de 200 milliards, si nous avons une dette de 60 milliards, ça ne représentera que 30% de notre PIB, auquel cas nous serons toujours au bas de l'étage des pays endettés en Afrique et dans le monde de manière générale. Voilà, comme je vous ai dit, j'allais me limiter à présenter les coûts financiers de notre programme, l'horizon de ces plans que je voudrais décennal pour donner des perspectives d'avenir pour le pays, parce qu'on ne peut pas raisonner pour un pays qui a un retard de plusieurs décennies, qui n'a jamais, presque jamais depuis l'indépendance et même avant l'indépendance, puis construit ces 55 000 km de routes, qui a un déficit énergétique qui implique qu'on doit financer les infrastructures en ce qui concerne l'électricité, l'hydroélectricité avec l'INGA, qui a des retards en termes de nombre de ponts, de nombre d'aéroports, un déficit sur le plan de l'eau potable. Ce déficit nécessite 100 milliards, dont 60 milliards de faire l'objet d'un emprunt que nous pouvons facilement mobilisé compte tenu des ratios auxquels il vient de faire allusion, et 40 milliards autres qui peuvent venir de notre financement interne, donc ce qui fait 100 milliards pour financer la construction du Congo. Mais je voudrais indiquer en passant, la question est de savoir, est-ce que nous sommes en mesure de mâcher, de digérer 100 milliards de dollars en 10 ans? Parce que, excusez-moi, ce qui nous aliaka diète, to aliaka diète, au djeli et l'eau yango. Est-ce que, non, si tu dis que les Congolais doivent manger 3 fois par jour avec un souper, non, avec un goûter, est-ce qu'il va remplir ces programmes-là? Puisque dans la traitance, on n'y a pas de beaucoup. Parce qu'au pays, c'est encore en Pourquoi je dis cela? L'État congolais est très faible en termes d'administration. L'État congolais est faible en termes de division du travail. Division qui veut que certaines routes soient faites par les provinces. Parce qu'il y a des routes dans les 55 000 km, dont 3 000 seulement sont faites. Sur les 52 qui restent, il y a des routes nationales, c'est 20 000, des routes provinciales prioritaires, 20 000. La différence, c'est des routes provinciales secondaires. Si nous disons que l'État congolais doit faire toutes ces routes pendant 10 ans avec 100 milliards de dollars, il n'y a pas que des routes, il y a d'autres infrastructures dont je parlais. Est-ce que, administrativement parlant, politiquement parlant, nous sommes capables d'utiliser cet argent et de faire ce travail? Non ou oui? Parce que nous, on nous a dit, je ne sais pas, moi j'étais déjà parti, nous avons eu 3 milliards et demi, 3 milliards de Chinois, on était incapables de consommer ça.
les fiscs de présenter les études. C'est ce qui est dit par ceux qui sont restés. C'est l'accusation du gouvernement chinois. Parce que j'ai dit qu'en passant, que le gouvernement chinois, non seulement, le gouvernement chinois nous doit, étant donné que les contrats qu'on a signés avec les entreprises chinoises, nous l'avons signé avec la caution du gouvernement chinois. De sorte que les dysfonctionnements, de sorte que les non-décaissements de l'argent des Chinois et le manque à gagner ou le coût d'opportunité, si nous devons les facturer, c'est à charge de celui qui a été la caution et qui se trouve être le gouvernement chinois. C'est pourquoi souvent je suis en colère avec ces pouvoirs, enfin, les Chinois. Donc la question qui se pose, au-delà des chiffres que j'indique, en ce que les 60 milliards sont à notre portée par rapport à notre capacité de remboursement, il se posera un problème de capacité d'utilisation ou de consommation. Parce que tu ne sais pas t'organiser pour utiliser cet argent. Cette question, nous, on a une vision. Parce que si nous présentons l'état des lieux, nous avons une approche que nous allons proposer des moments venus. Et puisque nous avons, je promets, d'articuler notre programme au fur et à mesure, on vous a parlé du chiffrage, du coût de notre programme. On reviendra sur, on a inversé la démarche volontairement. Nous viendrons pour maintenant indiquer les diagnostics qui a justifié les choix des réformes qui sont aujourd'hui à 60 réformes, dont 10 pour le président de la République, chef de l'État, 10 pour les provinces et 40 pour le gouvernement central, le gouvernement national. Donc nous reviendrons pour donner les différentes participations, y compris en ce qui concerne la manière d'utiliser les 60 milliards. Parce que, alors que nous sommes en mesure de mobiliser cet argent, parce que nous remplissons tous les critères macroéconomiques, nous risquons de ne pas être en mesure d'utiliser cet argent à cause de la déficience de nos administrations et de notre pouvoir politique. Je vais m'arrêter ici pour vous donner l'occasion de poser des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Puisque je demande que nous puissions nous endetter. Moi, je n'ai pas peur de la dette. Je n'ai peur de la dette que quand elle est affectée à la consommation, aux dépenses de consommation ou aux dépenses de fonctionnement de l'État. Mais quand elle est destinée, cette dette, à financer les infrastructures qui sont nécessaires à l'augmentation de la valeur ajoutée nationale, c'est-à-dire augmenter le PIB, permettre que l'agriculture, qui aujourd'hui ne participe pas à la création de la richesse, la croissance, quand vous regardez la croissance de notre pays, les taux de croissance, la part de l'agriculture est presque faible, moins de 1%. Et c'est le secteur minier qui participe pour 99% à l'accroissement de la richesse du Congo. Or, le secteur minier, c'est un secteur à capital intensif et non pas à travail intensif. Ça signifie que la valeur ajoutée créée par le secteur minier va au profit de l'investisseur qui est totalement étranger. C'est-à-dire que 90% de la richesse générée par le minier sort du pays parce que ça rémunère celui qui a investi et qui a investi plus que 90% de l'investissement global. La part qui revient aux Congolais est faible, très faible, très marginale. C'est le secteur agricole qui, s'il participait à la croissance, pouvait distribuer la richesse au profit des Congolais parce que c'est un secteur non seulement qui rémunère grandement qui rémunère le travail, mais aussi parce que ce travail-là serait congolais. Les surplus générés là-dedans profiteraient à rémunérer le paysan congolais et augmenterait son pouvoir d'achat. Et en même temps, cette agriculture couvrirait nos besoins de consommation au lieu que nos besoins de consommation soient couverts par des importations. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a besoin beaucoup de devises pour importer à manger, là où on devait faire des économies de devises et surtout créer des devises en produisant sur le plan agricole
aux voisins et à l'étranger et faire des économies de coûts parce que nous importons des devises, parce que nous importons sur la balance des paiements, parce que nous importerions moins. Donc c'est tous les paradigmes qu'il faut modifier. Alors là, quand vous me posez la question de savoir s'il y a des financements sérieux, je vais accepter ou pas, oui, j'en cherche pour financer les routes, donc les routes nationales, provinciales, mais surtout des décès agricoles, dont n'est pas l'accroissement, l'augmentation du PIB. Et le PIB au profit des Congolais, parce qu'ils arrivent dans le secteur agricole, qui participent à la création de ce PIB. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les secteurs miniers qui, en fait, contribuent à plus de 90% à l'augmentation de la richesse. Votre première question, je vais commencer par les bas. C'était la seule question. Bon, je vais répondre aux 3 premières questions. Vous dites la rétrospective. Bon, vous dites que je puisse donner quelques mesures par. Toutes les mesures sont importantes, mais je mets l'accent sur la rétrocession. Il faut une réforme qui rend automatique la rétrocession au profit des provinces pour leur permettre d'exercer leurs prérogatives aujourd'hui confisquées par le pouvoir central. Ce qui fait d'ailleurs que nous ne sommes pas devant des provinces. J'ai dit que nous n'avons pas de provinces. On n'a que des entités déconcentrées et non pas décentralisées. Le pouvoir de province est confisqué par le pouvoir central. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Et donc le pouvoir central confisque les ressources qu'il gère et rétrocède peu et mal, ne permettant donc pas aux provinces d'exercer leurs prérogatives. La mesure phare, c'est la ligne de mesure phare, c'est en fait l'effectivité de la rétrocession. Deuxième mesure, dans le même contexte, nous voulons que la rétrocession aux provinces passe de 40% à 50%. Et que le fonds de péréquation retienne 10% au profit des provinces supposées pauvres. Moi, je considère que toutes les provinces sont pauvres. Ça ne sert à rien de dire que celle-là est pauvre, l'autre est riche. Moi, je n'en connais pas qui soit riche. C'est un nivellement par les bas que de dire, par exemple, que le Katanga est riche. Et puis, quand on parle du Katanga, lequel? Parce que quand on a fait toutes ces choses-là, les rétrocessions, les Katanga étaient un. Il y avait les Hauts-Katanga, il y avait les Olomami, il y avait les Tanganyika, ainsi de suite. Il n'y avait que les Hauts-Katanga qui d'ailleurs aujourd'hui participent pour l'essentiel à la rétrocession. Et retient plus ou moins beaucoup plus de la rétrocession qui pour moi est déjà insuffisante. Et que cette même province n'a pas de ressources propres en termes significatifs. Donc il faut augmenter la hauteur de la rétrocession et augmenter et puis maintenir les 10% pour que l'État régalien se contente de 40%. Au lieu de 50%, je dirais 60% actuellement, parce que même la queue de péréquation ne fonctionne pas. L'État s'accapare de tous les 60%, je dirais même de tous les 100% en termes de gestion. Donc ça c'est la ligne de mesure phare. Mais je tiens aussi à la titrisation des terres. Titrisation des terres. Parce que la terre aujourd'hui, depuis Léopold II qui a confisqué les sols et le sous-sol, quand il est parti, il a laissé la Belgique qui avait le contrôle et la propriété du sol et du sous-sol. Et quand nous sommes devenus indépendants, ces sols et sous-sol est revenu aux Congolais, mais pas aux peuples congolais qui étaient les propriétaires originels des 450 tribus qui ont signé avec Léopold II, qui lui ont cédé toutes les terres. Parce que Léopold II a donné juste l'espace à faire la chasse, la pêche et couper le bois. Jusqu'à ce jour, la terre appartient à l'État, cette fois-ci l'État congolais, supposé être le gestionnaire de la terre, ce dont je doute parce qu'il ne fait pas la mise en valeur. Les espaces qui sont confisqués, enfin, qui font l'objet de l'exploitation, sont loin d'être des espaces destinés aux Congolais, moins encore aux communautés locales. Je veux qu'on titrise les terres, de manière à ce que ces titres, les terres titrisées, aillent auprès des communautés locales, à qui il faut donner une personnalité juridique pour qu'ils aient des espaces, qu'elles aient ces entités-là de l'espace, notamment les communautés, les autorités locales et traditionnelles, et puissent négocier un partenariat avec les investisseurs étrangers sur leurs terres utilisées, quitte à ce que l'État garde d'autres terres, notamment les terres
les espaces, les forêts et autres dans le cadre de la copropriété église. C'est une mesure que nous allons bien expliquer parce que c'est le début du capitalisme endogène. Et quand je parle de la terre, je ne parle pas de la terre comme les sols, mais aussi des sous-sols. C'est un grand débat. Je me limite là parce qu'il y a beaucoup de mesures. C'est 40 au niveau national, au niveau gouvernement central, c'est 10 au niveau régalien, c'est-à-dire du chef de l'État, et 10 au niveau provincial. Alors, à propos de l'opposition, à propos du programme promet de l'opposition, moi j'ai suivi quelques projets présentés. Bon, il y en a qui n'ont pas présenté des offres politiques, mais qui se sont limités à présenter un projet de société. Parce que vous connaissez la différence entre le projet de société et programme. Vous connaissez la différence. Il y a des candidats, au lieu de présenter un programme pour lequel ils veulent. Parce que le programme, c'est des mesures concrètes, des projets concrets que vous voulez financer pour les 5 ans ou 10 ans. Mais un projet de société, c'est comme la Bible. Les pasteurs ne viennent pas énoncer le principe biblique dans l'ensemble, ils viennent vous donner des enseignements sur un domaine spécifique en rapport avec la semaine, pour parler des catholiques. Donc, au-delà du projet qui est en fait le catéchisme du parti, le principe de base. Vous êtes de quelle idéologie? Vous voulez quel État? Tous les principes. Vous êtes de gauche ou de droite. Ça, c'est la vision à long terme. Et cette vision, il faut la matérialiser avec des mesures concrètes et des coûts pour un mandat. C'est des choses concrètes et chiffrées. Ce n'est pas un projet, parce qu'un projet n'a pas de chiffres. Un projet est tous les principes, les faisceaux de valeurs que vous défendez. Je crois qu'il y a une grave confusion à ce sujet. Suivez attentivement, vous allez sentir que, avec tous ces politiciens, vous sentez qu'ils passent leur temps à se chamailler. Ils passent. C'est difficile. Bon, moi je ne suis pas contre la chamaillerie. Mais la chamaillerie, exactement pour soi na eleki musala. Pour soi na koleka musala, pour la collimée bambouakela, mais c'est honteux. Nous ne pouvons pas nous permettre cela, on n'a pas le temps même de... Non. Il faut dire, vous voulez faire quoi, quel est votre diagnostic, quelles sont vos mesures et comment vous allez... Mais vous savez que et Biden se chamaille beaucoup, mais vision, projet et l'équipe Bambouakela. Chez nous, il y a plus de Bambouakela que de projets et de visions. Mais c'est honteux. Nous n'avons pas le temps de nous chamailler. Nous avons le même peuple, chacun s'adresse à son peuple. Qu'est-ce qu'il va faire et qu'il est là? Les avons voté. Il y a des polygames. Est-ce que parmi nous, les polygames basés? Au moins ici, on est pas soigné la moussale, aussi il va s'en avoir la mania, on va soigner la mobile. Ala disambanga na ye ayebi kolamba alambe la mobali na bana soki eza tour na ye bana baliaka atan na mbongo moke azosala makusa ebele na mbongo moke kaka yo mosala na yo kopakola tile ozili mosala te. Bonzemba ou bonzembe, je vais la terre. Olingi kaka bolingo, mais musala o eseni ke bolingo ezala o elite. Eza bon.
bazoswana mingi mais eloko mpe bazoswanela ole baswanela Congo mais bazoswanela bokonzi ole bazalakisa ye mosala na ye bareforme na ye ezali boye budget na ye ezali boye akosala boye mpona Congo eeterne boye bazokwaka kaka bamwakelaka ye aleki moninga moleki ye na nini de l'ango na intérieur ya il faut campagne bandala ki chance za bongo te la bonisa nanu epai oyo zali epai capital ezali eza bongo te biso tokobandana Kinshasa eza bongo te Kinshasa d'abord ezali place de institution ezali epai la chômeur baza ebele koleka baza kolala fete na mwanda moko kopepeza te eza moko te bato mosusu bazofanda preske na pembeni ya ebale eza moko te likambo ezali ya kosangana ya mosulu te tokoki kosangana ya bato tolingi tosangisa programme projet eza bongo te mais toyoka na baprogramme projet nayoki wana eza mwa price voilà merci beaucoup merci Jean. Vous êtes capable de vous avoir briquetier, vous êtes capable de vous avoir charpentier, vous voyez que vous avez 2 semaines pour voir mailler les mines. Et puis, il y a des signes que vous êtes capable de passer à la ville, il y a 5 000, 10 000, vous avez 4 000 bongo, au bout de 2 ans, vous avez déjà la bataille. Et ça va vous dire. Donc, transparence, rigueur, évaluation, parce que là, on a remarqué. Tout le monde a 60 milliards. Il faut que les bailleurs de fonds multilatéraux ou bilatéraux. Multilatéraux, ils vont prêter l'argent sur le marché financier international. Mais les FMI et la Banque mondiale, qui sont les gendarmes, qui sont la caution pour un endettement et qui en assurent la suivi de gestion, devra être là pour certifier nos comptes, pour s'assurer que la gouvernance est transparente, pour s'assurer que nous sommes capables d'utiliser cet emprunt, mais aussi de rembourser sans entrer en faillite. Donc, nous formerons le gouvernement. D'abord, je vous dis en passant, il est difficile au niveau gouvernemental de réaliser la majorité parlementaire nécessaire. Je présume, si vous lisez, je crois, la 8e tribune, vous allez voir qu'en termes de majorité présidentielle, la majorité parlementaire, aucun parti n'atteint 20%. Et c'est là depuis que nous avons repris à la démocratisation. Les partis sont trop faibles et il est possible qu'on en soit à l'organisation d'une coalition qui sera difficilement mise en place et qui va dépasser le seul cadre de l'Union sacrée. Donc nous, si nous avons la majorité présidentielle, nous serons obligés de nous ouvrir à l'Union sacrée pour former la majorité parlementaire. Et c'est cette majorité parlementaire qui devra faire le travail. Et avec un Premier ministre et des différents ministres, nous voulons faire fonctionner des institutions judiciaires comme on aura et aussi faire que le Parlement soit à la hauteur pour sanctionner, soit judiciairement, pour ce qui est du pouvoir judiciaire, soit politiquement, pour ce qui est de la majorité parlementaire, le gouvernement qui ne va pas bien gérer les choses. Donc, moi, je crois que les Chinois nous doivent plus que
plus que le 2 milliards 200 qui reste parce qu'ils font des intérêts de retard. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas décaissé cet argent alors que nous l'avons presque déjà remboursé avec les cash flows qui nous reviennent plus ou moins 32% du cash flow réalisé par Psychomi. Et qu'on a déjà, on doit avoir beaucoup plus d'argent qui devait servir au remboursement de cette dette et qu'aujourd'hui on aurait déjà les routes, les PIB du Congo auraient augmenté. Et voilà que nous ne l'avons pas fait. Il y a un coût d'opportunité en termes de développement du Congo à cause de ces contrats qui n'ont pas été respectés et pour lesquels nous avons donné en gage l'exploitation des non-minéraux. C'est tout simplement inexplicable et inacceptable. Pour moi, il faut... D'ailleurs, cet argent pourrait, si nous les mobilisons, s'agissant de l'administration, vous dites c'est le ventre mou. C'est elle qui est faible. Oui, elle est faible, mais elle n'est pas la cause de sa propre faiblesse. C'est le pouvoir politique qui est faible. C'est le pouvoir politique qui crée l'administration, qui a le pouvoir de nommer jusqu'à un certain échelon. Mais ceux qui détiennent ces pouvoirs, nous autres, nous n'avons pas mis en place une bonne administration. Nous n'avons pas, vous avez parlé du caractère vieillissant de cette administration, nous n'avons pas mis à la retraite à temps des gens qui déjà, à ce jour, ont 80 ans. Pas d'indemnité de sortie, pas de pension de retraite. Et c'est vieillissant, alors qu'ils devaient sortir au fur et à mesure avec des indemnités de sortie, avec des pensions de retraite, après avoir été bien payés, vous vous rendez compte que moi j'ai augmenté le salaire, mais ce salaire a baissé en pouvoir d'achat. Celui qui avait 2000 comme professeur d'université, aujourd'hui il a 1300. Même si le montant a augmenté en nominal, c'est-à-dire en francs, mais en réel et en monnaie nationale, en termes de pouvoir d'achat par rapport à la devise de référence qui est le dollar, ça baisse. Donc le problème il est politique, mais vous le ressentez par ces effets au niveau de l'administration. Ce qu'il faut faire, c'est commencer à dégager en augmentant le budget de la retraite et aussi de la pension de retraite et commencer. Comme vous le savez, la campagne a été déjà lancée et aujourd'hui, Nouvelle Élan, nous lançons officiellement notre campagne avec la présentation du programme du candidat numéro 24 Adolphe Mozito. Et je crois que le résumé de ce programme, c'est que nous nous présentons un programme qui est échelonné à 10 ans d'exercice. Et pendant les 10 années, nous avions dit, le candidat numéro 24, Adolphe Mozito, a dit que le Congo a besoin de 300 milliards pour son redressement, pour sa libération. Voilà pourquoi il a présenté d'abord le diagnostic pour montrer les problèmes du Congo. Et dans ces problèmes, nous avions dit qu'il faut notamment résoudre le problème de la titrisation, faire de communautés locales propriétaires terriens de manière à ce qu'ils participent dans la création de la richesse. Il a parlé de la situation sécuritaire, il a parlé même de notre administration. Toutes ces questions-là devront être réglées, mais pour résoudre ces problèmes-là par rapport à ces diagnostics, il nous faut le moyen, et le moyen nous l'avions chiffré, c'est-à-dire le candidat numéro 24 l'a chiffré à 300 milliards de dollars. Maintenant, quitte à nous de mobiliser ces 300 milliards pour répondre justement à cette demande telle que présentée. Donc, en résumé, c'est ce que le peuple doit retenir. Contrairement à d'autres candidats, nous avions suivi des chapelets de bonnes intentions, mais ici au moins nous avions donné un chiffrage et un cadrage par rapport au timing, par rapport même en tout cas au nombre d'années pour la mobilisation de ce mois.
pas d'aller en alliance avec tel ou tel autre candidat. La plus importante pour nous, ou la préoccupation importante pour le candidat numéro 24, Adolphe Muzito, c'est justement de poser les diagnostics tels qu'il a fait et de trouver les mécanismes pour la mobilisation de ressources de manière à répondre à ces questions. C'est ce qui est prioritaire, c'est ce qui est plus important. La question d'alliance, nous l'avions toujours connue dans notre pays depuis l'avènement de la démocratisation de notre pays. Il y a eu des alliances et des alliances, mais malheureusement, ça n'a pas répondu, ça n'a pas résolu le vrai problème de Congolais. Et nous pensons qu'il faut maintenant se concentrer sur les préoccupations de notre peuple pour essayer justement d'apporter des solutions. Ça, c'est ce qui est important. Mais les alliances, tant mieux pour ceux qui en pensent, mais nous, le plus important pour nous, c'est de répondre justement aux besoins de notre peuple.